Nouvelle convocation du tribunal de l'actualité. Nous vous savons très nombreux à nous suivre en direct et en simultané sur les antennes des médias leaders Truth TV et Watt FM. Vous le savez, c'est un rendez-vous pour juger les faits majeurs de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Un rendez-vous accessible sur nos plateformes Facebook et YouTube. Je suis Adam Scaledou Drago, président de ce tribunal. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour, Messieurs les juges. Benabou, Major Frava, bienvenue. Bonjour, Président Drago. Bonjour, juge Farah. Bonjour, Madame, Messieurs. Bonjour, juge Bourma. Bonjour, Président. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Situation nationale. Le président du parti pacifiste Vision Burkina attribue la note de 4 sur 10 au chef de l'État pour sa gestion de la crise sécuritaire et pour arrêter ce qu'il a appelé les égarements de la transition. Donc, Pascal Sessouma propose entre autres l'annulation pure et simple de l'Assemblée législative de la transition, la suppression du poste de Premier ministre et également préconise que le chef de l'État gouverne par ordonnance. Des propositions et réformes qui seront expliquées lors de la présente convocation, puisqu'il est le convoqué du jour, il est à la barre. Bonjour et bienvenue, Do Pascal Sessouma. Bonjour Monsieur le Président, bonjour Messieurs les juges. Bonjour. Alors je l'ai dit, nous aurons votre regard sur la gestion en tout cas de la transition et également ce qui est apporté comme solution à la crise sécuritaire, mais ça se fera juste après les avant-propos. On commence avec les juges. Vous avez la parole, juge Bourma, pour votre avant-propos. Qu'est-ce qui retient votre attention pour cette convocation du tribunal de l'actualité? Merci, Président. Ce que je retiens comme avant-propos, c'est au niveau des collectivités territoriales. Vous savez, il y a eu de la dissolution de ces collectivités-là pour enclencher la mise en place de la délégation spéciale. Jusqu'à présent, les délégations spéciales ne sont pas encore opérationnelles. C'est vrai qu'en Conseil des ministres, la décision a été prise de donner l'organisation, le fonctionnement, tout ce qui va avec comme organisation, composition et tout. Mais sur le plan terrain, ça n'a pas encore bougé. Conséquence, beaucoup de projets sont bloqués. Même au niveau de l'administration, les agents se débrouillent parfois pour payer jusqu'au stylo, pour pouvoir traiter certains dossiers. Il y a des imprimantes aujourd'hui, sans encre, c'est bloqué. Il y a comment on appelle ça, il y a des prestataires qui attendent d'être payés, qui ne sont pas encore payés, comme l'a dit d'ailleurs l'Arba Israël, on poste sur sa page Facebook. Mais la réalité aussi, c'est que ça ne bouge pas. Donc, c'est une délégation spéciale qui se fait attendre. Alors qu'au niveau des collectivités, ça n'attend pas. Quelqu'un a besoin d'un acte de naissance, il faut imprimer c'est sur du papier, c'est de l'encre qu'il faut. Ça, ce n'est pas aller et puis revenir. Quelqu'un a besoin d'une quelconque déclaration, s'il faut le faire avec un stylo, s'il y a un registre à payer, c'est un registre à payer. Ce n'est pas des choses qui attendent. Alors que, j'ai dit bien, la délégation spéciale peine, c'est le strict minimum. La machine tourne au ralenti. Les mandats des maires, ça finissait d'ailleurs dans ce mois de mai là. Est-ce qu'on avait réellement besoin de se précipiter, entraîner une dissolution des collectivités, sans éventuellement enclencher immédiatement cette délégation spéciale pour permettre à l'administration de continuer sérieusement au niveau communal. Même pour payer les salaires, à un moment donné, il fallait déroger parce que quand il a été dit de ne plus payer, de ne plus engager des dépenses, c'était très compliqué. Puisqu'il y a le personnel des collectivités, ça n'a rien à voir avec le personnel de l'administration publique. Ce sont des fonctionnaires des collectivités, avec leur propre statut et tout. Donc, là-bas, c'était compliqué. Donc, jusqu'à quand est-ce que, effectivement, cette paralysie au niveau local va continuer? J'ai dit paralysie réellement. Si on s'intéresse à ces choses-là, on se rend compte qu'effectivement, c'est une véritable paralysie. Il faut aller vite. Eh bien, mais c'est mieux d'enclencher. Parce qu'au niveau local, j'ai dit au niveau local, quand quelqu'un a besoin d'un acte de naissance, quand il y a une nouvelle naissance à enregistrer, ça demande du papier, ça demande de l'encre. Ça peut être l'encre de l'imprimante ou l'encre d'un stylo. Mais quoi qu'il en soit, ça demande du matériel. Et là, aujourd'hui, j'ai dit bien, c'est très compliqué au niveau des collectivités. Et donc, comme l'administration, j'ai dit bien, est une continuité, il faut y aller. Et je termine en disant au chef de l'État, en avant-propos ce que j'avais dit au président Kaboré. C'est lui qui s'est levé un matin pour dire qu'il veut changer les choses. Il veut présider aux destinées d'une nation de plus de 21 millions d'âmes. Qu'il assume. Parce qu'au rendez-vous de l'histoire, on ne dira pas il y a eu un faux conseiller, il y a eu quelqu'un qui n'a pas fait sa part de boulot. Non. On dira
Monsieur le Président, tel président s'est assumé ou ne s'est pas assumé. Mais au rendez-vous de l'histoire, le bon point ou le mauvais point, c'est sur son compte que ça va débiter. Ce n'est pas sur le compte de quelqu'un. Merci, juge Bourma, pour cette analyse. Juge Va. Bon, mon avant-propos, c'est ce qui s'est passé à Houndé hier, dans la mine de Houndé, qui a été prise d'assaut par des orpailleurs qui étaient mécontents, parce que la veille, ils avaient été déguerpis pour exploiter une zone dans laquelle ils ne devraient pas être. Et le lendemain, selon les informations recoupées, ils se sont retrouvés au centre-ville, en nombre, se sont dirigés vers la mine et puis ont décidé de brûler en tout cas ce qu'ils pouvaient. Et selon certains témoignages, parce que je lisais encore sur certains sites, ils ont même tenté d'avoir accès au coffre-fort. Il paraîtrait qu'en y entrant, ils ont rencontré un malgache. Ils étaient convaincus que le monsieur il avait la clé du coffre. Ils l'ont molesté, mais bon, on ne sait pas ce qui s'est passé après. Mais quand on regarde ça dénote la situation dans laquelle nous sommes. Ils ont été déguerpis la veille. Ils ont été déguerpis par qui? C'est nos forces. Le lendemain, ils se réunissent en pleine ville. C'est pas la nuit, c'est le matin. Les gens de Houndé savaient que ça allait chauffer. Qu'est-ce qu'on a pris comme précaution pour éviter ça? Et on est dans un contexte où il y a un discours aussi qui est très accablant concernant les mines. On a beaucoup entendu le ministre de la fonction publique fustiger leur façon de faire et de se comporter. Ça, c'est une réalité, mais il y a une part de responsabilité de notre État qui se résume dans son fonctionnement à capter les 10% qu'ils ont dans le capital et puis c'est fini. Même sur la question de leur RSE et la question de l'obligation des mines vis-à-vis des localités où elles vont s'installer, c'est la croix et la bannière. On a reçu ici à l'appel des députés, maires et tout, qui se sont plaints de ce que les engagements ne soient pas respectés et que même pour les interpellations, on a comme l'impression qu'il y a un genre de protection. Mais quand on est dans un pays où l'essentiel de notre exportation c'est l'or, c'est pas ce que nous faisons comme artisanat là qui est exporté. Donc on accepte que des gens viennent selon des conditions et des largesses que nous leur accordons et après on veut les diaboliser. Mais en même temps aussi, quand on remonte un peu les populations contre elles, c'est ce que ça donne. Et aujourd'hui, voilà, ceux qui sont sur le carreau et qui n'auront pas à travailler les jours prochains, c'est nos frères. Intérêt pour intérêt, ils vont aller ailleurs ou bien ils vont rester ici. Et puis la plupart des machines, on sait comment ça fonctionne. Quelquefois, c'est les machines même de nos frères qui louent. C'est ça qui est la vérité. Et ça, quand on ne comprend pas, on se trompe. Et moi, pour terminer, il y a Paul Valéry qui disait que si l'État est fort et nous écrase, s'il est faible, nous périssons. Mais ce dans quoi nous sommes aujourd'hui, je pense que c'est la deuxième partie de la phrase. On est dans un État qui est devenu faible. Et nous sommes en train de périr. Je ne sais pas. Comment est-ce qu'on peut avoir un pouvoir militaire et puis des choses comme ça sont en train de se passer? Quittons les discours. Je pense que c'est mieux. Merci, messieurs les juges, pour ces propos introductifs. Nous allons également dire merci à l'équipe de réalisation de cette émission, le Tribunal de l'actualité, qui nous permet d'être ensemble en direct et en simultané sur les antennes des médias leaders TruTV et Watt FM. Do Pascal Sessouma, président du parti Vision Burkina, est notre convoqué du jour. Je l'ai dit, avec lui, nous allons parler de la gestion de la transition et de façon générale de la situation nationale. Une fois de plus, bienvenue, monsieur Sessouma. Merci, monsieur le président. Alors, parlant justement de la transition, on connaît un peu votre point de vue et votre lecture sur la gestion et aujourd'hui ce qui a apporté comme réponse au niveau de la crise sécuritaire, parce que vous avez animé un point de presse, c'était le 14 mai dernier, où en tout cas vous avez donné votre lecture là-dessus. On retient que vous estimez que dans la gestion il y a du tâtonnement et tout a commencé justement avec la remise en cause du travail du comité ad hoc qui était chargé justement de rédiger la charte de la transition et également son agenda. Absolument. D'ailleurs, monsieur le président, je ne suis pas le seul à penser qu'il y a eu beaucoup d'improvisation dans le démarrage de cette transition-là. Je ne peux pas comprendre que des militaires arrivent au pouvoir sans agenda, sans feuille de route. Ils n'avaient rien. Ils demandent à un comité ad hoc, technique, avec des personnalités triées sur le volet, de leur proposer quelque chose comme agenda, comme feuille de route et comme charte. Ces gens-là, pendant 2 semaines, ils ont fait un travail remarquable, en tout bénévolat, sans empocher le moindre copec. Le rapport est remis, et ce rapport, lors des assises nationales,
est remis en cause. Pourquoi ? Pourquoi alors leur avoir demandé de faire ce travail-là si on n'allait pas en tenir compte ? Je pense que tout n'est pas parfait dans ce rapport, mais c'était quand même une indication de ce que ça devrait être, la transition, notamment dans sa partie bénévolat pour les mandats des élus. Ça n'a pas été respecté. Donc, ça fait que tout le processus a dérapé. De 51, on est passé à 111 membres de cette assemblée, des gens qui savent du titre de député. Ils ne sont pas des députés. Le français est clair, c'est une langue limpide, claire et précise. Un député élu. Comment on doit les appeler ? Des mandataires de la transition. C'est ça le terme exact, en fait, juridiquement accepté. C'est les mandataires. Ils ont été élus par qui ? Par personne. Par conséquent, leur écharpe, là, je l'ai dit, au lieu de la porter sur l'épaule droite, de la porter sur l'épaule gauche. Voilà, pour bien montrer que ce n'est pas la même chose. Mais ça, c'est un autre débat. Les juristes pourront s'en emparer, mais moi, j'ai dit que, quelque part, là, on aurait dû s'en tenir au moins aux recommandations de la commission ad hoc. Au moins ça. Ça n'a pas été le cas et c'est dommage. D'accord, quand on regarde cette recommandation-là, il y avait justement la question de la durée de la transition, la question du mandat gratuit, par exemple, des députés. Oui. Cela n'a pas été le cas. Aujourd'hui, il y a un débat sur le salaire des ministres qui a été révélé. Votre regard là-dessus ? Aujourd'hui, plus de 2 millions de francs CFA servis aux ministres. Il est de coutume, il y a une règle dans les pays dits démocratiques, entre guillemets. En aucun cas, un responsable nous doit toucher plus de 30 fois le SMIC dans le pays en question. En aucun cas. Or, ici, on est à 80 fois le SMIC au Burkina Faso. Si je prends le salaire, par exemple, des simples ministres, Premier ministre, je ne sais même pas c'est combien. Mais là, elle n'est pas la question, Monsieur le Président. Je n'ai rien contre le fait qu'un ministre soit bien payé. Je n'ai rien contre. J'ai même dit dans mon programme que si Vision Burkina accédait au pouvoir, nous allons bien payer les ministres, mais en contrepartie, tolérance zéro en matière de corruption. Et j'ai même précisé qu'en fonction de la gestion de leur portefeuille ministériel, sans scandale, sans détournement, ils auraient droit à une prime de sortie s'ils quittent le gouvernement, à raison peut-être de 25 ou 30 millions par année de services rendus à la nation. Si quelqu'un fait 10 ans, ça veut dire qu'il a très bien travaillé. 10 ans, ça lui fait 300 millions, c'est un exemple. On ne peut pas dire qu'il est pauvre avec ça. Mais en contrepartie, tolérance zéro en matière de corruption. Vous voyez que je n'ai rien contre ça. Mais dans le contexte actuel, pendant qu'il y a des déplacés internes, pendant que la vie continue devient de plus en plus chère, pendant qu'il y a peut-être des menaces de sanctions contre le Burkina Faso, non, c'est indécent. C'est peut-être pas anormal, c'est peut-être légal, mais c'est indécent. C'est le seul mot que j'ai à dire par rapport à ça. D'accord. Messieurs les juges. Bon, moi je vais revenir déjà sur les premières questions que vous posiez. C'est vrai qu'il y a un comité ad hoc qui avait travaillé, mais c'est une consultation, comme vous le dites. C'est 15 personnes qui proposent quelque chose, mais après ça doit être soumis, je ne vais pas dire à la population entière, mais en tout cas à des personnes qui sont désignées et qui viendront parler au nom du prisme par lequel pouvait regarder une population. Okay. Donc ça, c'est aussi légitime. Et qu'elle puisse à la fin dire, bon, voilà ce qu'on a proposé, mais voilà ce que nous pensons. Pour qu'au moins, ça ait le gage de l'adhésion de tout le monde. Je crois que ça a été aussi la démarche. Ou bien vous pensez que ce sont ceux qui ont été désignés qui se sont trompés? Monsieur le juge, vous posez là une bonne question, la question de la représentativité nationale lors des travaux des assises en question. Parce que de ça vous parlez. Voilà. Ceux qui étaient aux assises là, peuvent-ils dire en leur âme et conscience qu'ils représentaient l'ensemble de la nation burkinabé? Vous pensez que c'était les plus méritants? Moi, je ne pense pas. La preuve, moi qui suis devant vous, j'étais au niveau du CEFOP, le président de la commission feuille de route, lorsque le MPSC nous a demandé de proposer quelque chose. Mais je n'étais pas aux assises nationales. Il n'y avait pas de place pour le président de Vision Burkina, qui était le président de la commission feuille de route. 2 postes pour l'ensemble du CEFOP. Donc quand le président, le chef de file, s'est mis dans la délégation, avec l'autre coprésident qui était le président de la commission charte, Tahirou Bari, il n'y avait plus de place pour le président de la commission feuille de route. Je suis resté à la touche. C'est pour dire que quelque part là, c'est vrai, il n'y a pas de perfectibilité dans ce monde. Mais on aurait pu quand même faire en sorte, avec des critères généraux, aussi établir des critères spécifiques
Il y a des gens qui étaient là-bas. Est-ce qu'ils avaient leur place là-bas? Et il me semble que lors de ces assises-là, on avait dit 2 postes par composante politique. D'autres sont arrivés à 6, à 4. Et puis ils sont rentrés quand même. Écoutez, il faut être strict. On a dit 2, c'est 2. Pourquoi est-ce qu'on dit 2? Ils viennent à 4 et 6 et on leur permet quand même de rentrer. Moi, j'étais chez moi à la maison pendant que je reçois le message du chef de file de l'opposition pour dire écoutez, ceux qui sont à côté de Ouattara 2000 là, si vous voulez venir là, venez. C'est pas une manière de travailler ça. Moi, je ne bouge pas de chez moi. Mais vous parlez de mérite. Là, c'est pas une question d'être. C'est pas le plus militant. C'est le caractère représentatif. Et c'est ça que je remets en cause justement. Il n'y a aucune garantie que ces gens-là représentaient l'ensemble de la nation. Il n'y en a pas. C'est comme la LT. Ceux qui sont là. Monsieur le juge, je prends juste 2 cas. 71 membres de cette assemblée-là. Chaque région, un représentant. Vous prenez la région du centre, la plus peuplée du Burkina Faso, 3 500 000 personnes à peu près, un représentant. La région la moins peuplée du Burkina Faso, celle du centre sud, je crois, 780 000 personnes, un représentant. La boucle du Moun, 6 provinces, un représentant. La région des Cascades, 2 provinces, un représentant. Où est la représentativité? Ça n'a pas de sens. C'est pas juste. C'est inéquitable. Et c'est ce que moi je condamne. On n'a pas pris le temps de mettre en place des critères rigoureux, spécifiques, pour une plus grande représentativité basée sur des critères mesurables pour faire avancer les choses. D'accord. Juge Bougma. Oui, 2 questions. La première question, c'est lié au salaire des membres du gouvernement. Je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut courageusement relire le décret de 2008, parce que depuis 2008, il n'y a pas cette fonction qui n'a pas évolué sur le plan de traitement en fonction de l'évolution du coût de la vie. C'est vrai que la fonction ministérielle, vous venez, vous faites votre part de boulot, vous partez. La fonction, elle reste. Donc vous venez trouver un salaire. Il y en a qui négocient, il y en a qui ne négocient pas. Mais est-ce que ça ne pose pas véritablement le débat de revoir courageusement, de relire le décret pour qu'on n'ait plus assez de bruit autour? Je suis d'accord avec vous, monsieur le juge. C'est ce que j'ai dit, je le répète. Je n'ai rien contre. Il faut harmoniser. Je suis absolument d'accord avec ça. Mais dans le contexte actuel dans lequel nous sommes là, ils auraient pu surseoir à ça plus tard. Pourquoi maintenant? Donc, pour répondre sur votre question, j'espère que les ministres et le gouvernement vont avoir cette idée. Oui, la loi, le droit nous accorde, les textes nous accordent 3 millions, 2 500 000 par mois. Nous-mêmes, en toute souveraineté, nous allons demander au conseil, au trésor là, de prendre 30% de notre salaire là pour donner au PDI. Ils peuvent le faire. Mais ils ont invoqué le taux. Ils peuvent le faire. Ils ont invoqué le taux d'inflation du Burkina qui est très élevé. Non, j'arrive. Mais peut-être que demain ils diront qu'ils vont augmenter pour les autres fonctionnaires. Peut-être. Ça ne m'étonnerait pas même que l'ALT, qui sont à 800 000, disent si c'est comme ça, on va passer à 1 500 000. D'accord. Ça ne m'étonnerait même pas du tout. La deuxième question par rapport aux régions. Le critère, vous avez dit les critères n'ont pas été, c'est pas très représentatif selon vous, compte tenu de la taille ou du nombre de la population. Alors, mais si on part du principe qu'une région est égale à une région, est-ce que véritablement un problème? J'ai fait référence à un débat qui a eu lieu dans un pays que je connais très bien, le Canada, où au niveau du Sénat, c'est exactement le même critère qui a prévalu et ça posait un problème entre les régions comme les provinces comme Terre-Neuve, peu peuplées, maximum 300, 400 000 personnes, avec comme Toronto, la région de l'Ontario, où il y a 7 millions de personnes. Je dis, écoutez, non, ça posait un problème. Non, je ne dis pas, je dis, il aurait fallu, en plus de ça, trouver un autre critère, par exemple, pour les grandes communautés urbaines. La région du centre, là, une seule province, c'est Kadjougou. On aurait pu dire Kadjougou, oui, un représentant, mais pour la ville de Ouagadougou, avec ses 12 arrondissements, on peut trouver un autre critère de représentativité. Même chose pour propos du Lasso. On aurait pu améliorer le système. On aurait pu le faire. Je pense que justement, c'est la preuve qu'on n'a pas eu le temps de penser à tout ça. Ça a été précipité avec ce que vous venez de... Vous-même, vous avez décrit tout à l'heure un peu les problèmes dans les collectivités territoriales. Mais c'est la même chose. Vous avez dit, le président, il doit s'assumer parce que, pour passer à l'histoire là, on ne dira pas parce que c'est lui qu'on va voir. Alors, vous avez raison. Je rebondis sur votre déclaration et votre conclusion. Monsieur le Président, assumez-vous.
Alors, parlant justement du chef de l'État, vous estimez que tout ce qu'on a, on a entrepris comme réforme devait en tout cas s'inspirer ou tenir compte du contexte. Et pour vous, par exemple, pour le contexte dans lequel on est, le chef de l'État aurait pu se passer de l'Assemblée nationale, d'un Premier ministre et de gérer par ordonnance. En quoi ça pouvait être plus efficace? Écoutez, l'histoire est là pour nous le démontrer. Sankara a géré le pays là pendant combien d'années? Il n'avait pas d'Assemblée, il n'avait pas de Premier ministre. Le Bénin, à côté, qui est un pays démocratique, un régime démocratique, il s'est passé du pas de Premier ministre. Le Bénin est géré. Le Rwanda n'a pas de Premier ministre. Et le caractère inclusif. Mais justement, nous sommes un régime d'exception, Monsieur le Président. C'est ça aussi que je dis. À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Personne ne lui en voudrait pour ça. Imaginez un seul instant, si Damiba avait décidé d'assumer les pleins pouvoirs. On appelle ça un régime dictatorial ou autoritaire, peu importe, il assume. Parce qu'il y aura des résultats. On veut des résultats. Et même si la communauté internationale vient pour dire attention, c'est un régime d'exception, oui, je m'assume et pour une très courte période, maximum 18 mois, je pense que ça passerait à la poste comme une pilule. Sans problème, les gens accepteraient ça, parce que la population même accepterait ça. Mais si ça ne marche pas aussi, qu'il en tire les conséquences et les conclusions. Parce que là, avec une assemblée, normalement, tout projet de loi, tout texte devrait passer devant eux. C'est des débats. Il n'y a pas de groupe parlementaire. Il y a 15 de groupes parlementaires. Il y a une opposition là-bas. Il n'y en a pas. Le chef de l'État s'est donné 21 membres désignés par lui-même, plus 16 des forces de défense et de sécurité. Donc ça fait 37. C'est la majorité absolue. Ça veut dire que tout ce qu'il décide là va passer. Mais pourquoi encore trouver une autre chambre pour ça? Ce serait tellement économique de penser cet argent-là à envoyer au PDI qui sont à Panzani, par exemple. Moi, là, situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Et personne n'aurait trouvé quoi que ce soit redit par rapport à ça. Alors, nous sommes à un peu plus de 100 jours de gestion du chef de l'État Damiba. Pour la note, on l'a rappelé, vous estimez qu'il mérite 4 sur 10. Et ça, vous le précisez, c'est par respect vis-à-vis de son titre, en tout cas de ce qu'il incarne pour le Burkina Faso. Est-ce que ce n'est pas trop tôt 100 jours pour justement évaluer? Parce qu'il estime qu'il lui faut du temps. Il a même donné rendez-vous dans 5 mois. Maintenant 4 mois. Ça passe vite, 5 mois. Ça passe très vite. J'ai dit même que 4 sur 10, là, vraiment, parce que je respecte mon président. Aujourd'hui, là, je ne suis même pas sûr que je donnerais 4 parce que depuis samedi et aujourd'hui, il y a eu combien d'attaques, combien de morts. Non, c'est vrai. Avec la question sécuritaire, vous savez, il y a une triple dimension là-dedans, la question sécuritaire. Elle n'est pas seulement militaire. Elle est aussi religieuse, on l'oublie, hein, et idéologique. Il y a 3 dimensions là-dedans. Damiba, je pense qu'il ne s'intéresse qu'à la question militaire, la dimension militaire. Erreur. On va s'en rendre compte très vite. Je crois. Il a donné 5 mois. J'espère qu'il a pris en compte les 2 autres dimensions là-dedans et qu'il travaille à trouver les failles pour faire en sorte qu'avec ces 2 autres dimensions, il puisse gagner sur le plan militaire. Il ne va pas y arriver s'il occupe les 2 autres dimensions. Moi, je vous le dis, Monsieur le Président, le Burkina Faso, là, contrairement à ce que à d'autres pays voisins qui ont les mêmes problèmes que nous, on peut encore s'en sortir. Quelqu'un me l'a dit, on me l'a démontré. Et je crois qu'on peut encore s'en sortir à cause justement de notre résilience et de notre ouverture aux autres communautés. Parce que nous sommes combien? 68 communautés quand même là, culturelles différentes. Mais on vivait ensemble sans problème. Ces gens-là sont venus en fait pour cogner nos têtes comme on dit. Si on est vigilant et si on sait donner une réponse appropriée à ces gens-là, on va sortir vainqueur et debout et on va rebâtir une communauté où, je crois, on pourra encore se reparler. Mais pour le moment, là, il faut faire en sorte que les actes posés soient en concordance avec l'objectif visé. D'accord. Je ne partage pas votre... Quand vous dites que le président Damiba, c'est du tout militaire, alors qu'il dit qu'il va dialoguer. Ça, c'est pas du tout militaire. Monsieur le juge, oui, j'ai entendu dire qu'il y avait déjà des tentatives de dialogue. Les comités locaux qui vont... Oui, mais vous avez aussi entendu certainement qu'il y a déjà des problèmes par rapport à ces comités locaux. Non, moi, je n'ai pas entendu. Moi, j'en ai entendu. C'est pas si simple que ça. Qu'est-ce que c'est dit? Non, monsieur le juge, il y a eu le cas de Djibo. Il y a eu des tentatives, mais qui n'ont pas abouti. Écoutez,
moi, je crois que les terroristes, là, parce que, contrairement à ce qu'on dit là, là-dedans, là, on dit que c'est des djihadistes. Non, on m'a déjà dit de ne plus jamais les appeler djihadistes. Parce que tout musulman, par définition, est un djihadiste. C'est ça qu'on m'a expliqué. Ces gens-là sont des terroristes. C'est pas la même chose. C'est pas du tout pareil. Donc ces terroristes-là, ce qu'ils visent là, on ne le sait même pas. On a juste une idée, mais on ne le sait pas. Mais le président Damiba, je crois, là où il est là, il est en position de savoir maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que veulent ces gens-là. C'est ce que j'avais reproché à Roch. Vous êtes le président du FASO, vous ne savez pas ce qu'ils veulent. Là, vous n'êtes pas à votre place, monsieur le président. Lui, Damiba, là, il était sur le terrain, non? Il combattait ces gens-là sur le terrain. J'imagine qu'aujourd'hui, il sait exactement ce que veulent ces gens-là. S'il réussit à le savoir, là, il saura comment les combattre et les vaincre. Mais vous avez été candidat à la présidentielle. Absolument. Donc vous savez ce qu'ils veulent. Vous avez dit qu'on ne peut pas être là-bas et puis ne pas savoir ce qu'ils veulent. Mais moi, je ne suis pas président. Ah, donc c'est quand on devient président qu'on sait. Oui, on doit savoir. Moi, je ne peux pas savoir. Okay. Mais le président doit savoir obligatoirement. Sinon ce n'est pas possible. Vous pouvez ne pas savoir, mais lui, non. Il faut qu'il sache. Absolument. Il a les renseignements, il a les informations. Il a les deux dimensions de la chose. Vous êtes juge, journaliste, l'information c'est votre domaine. Les renseignements c'est le domaine militaire et sécuritaire. Il doit le savoir. Pourtant, dans votre programme, vous aviez, comme on appelle ça, une rubrique concernant votre solution pour la lutte contre le terrorisme. Sur quelle base est-ce que vous avez bâti cette approche-là? Monsieur le juge, question piège. C'est pas une question piège. Non, j'arrive. J'ai dit, vous voyez, dans les propositions que j'ai faites là, j'ai demandé si c'est possible. J'ai déjà fait la même proposition à Roch d'ailleurs, quand il l'a rencontré le 7 décembre, là, juste avant sa chute. Pourquoi est-ce que vous n'allez pas réunir autour de vous tous les candidats qui étaient à la présidentielle, là, les candidats? Puisque chacun disait j'ai la solution pour amener la paix et la sécurité. Mais réunissez-nous, que chacun mette sur la table ce qu'il a comme proposition. Alors j'ai fait la même proposition à Damiba. Moi là, devant lui, devant les autres là, j'ai dit voici ce que je sais, voici ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais ça, je ne le dirai pas à vous, c'est à lui que je le dirai. Parce que c'est domaine confidentiel. Donc ça veut dire, vous savez. J'ai une idée, j'ai quelques informations. Il pourra les recouper lui-même pour voir si c'est exact ou pas. Il faut nous pas les partager. Non, plus tard, si vous le voulez. Est-ce que vous en avez réellement? Absolument. Ça, je le confirme ici. Pourquoi vous ne voulez pas le dire? Mais plus tard, je l'ai dit, je n'ai pas refusé, j'ai dit plus tard. Plus tard. Monsieur le juge, juste pour votre information, je suis en train de me préparer pour l'Algérie. J'y vais, par mes propres moyens. Quand je suis allé voir l'ambassade là pour avoir les visas, ils m'ont posé, mais c'est au compte de qui? Il dit, c'est au compte de mon parti Vision Burkina, parti pacifiste. Je n'ai pas un ordre de mission, je n'ai pas demandé un billet d'avion à quelqu'un, j'ai fait moi-même ma réservation avec moi. Je pars pour ça, parce que j'ai des questions qui méritent réponse. Et une partie de la réponse à la question de sécurité là se trouve en Algérie. J'irai la chercher. C'est quoi la question alors? Ah mais je parle de questions sécuritaires. Je parle de 3 dimensions. Dimension militaire, question religieuse et question idéologique. La question précise pour laquelle vous partez en Algérie, c'est de ça que je parle. Ah mais justement, vous savez, je vais vous dire une chose. Est-ce que vous savez qu'il y a quelque temps, l'Algérie a capturé le chef idéologue djihadiste pour tout le Sahel? Ah bon? Est-ce qu'au Burkina Faso, les autorités sont au courant de ça? S'ils le savent, pourquoi ils n'ont pas envoyé une délégation pour tenter de comprendre avec ce monsieur-là qu'est-ce qui se passe? C'est des questions simples en fait. Et c'est qui? C'est un monsieur Abdelmalek quelque chose là. Il est en Algérie, il est capturé là, il est en prison là-bas. On peut aller le rencontrer. Si moi, je vous dis, je ne suis rien, je ne suis pas dans l'appareil sécuritaire, encore moins gouvernemental, encore moins de décisions. Mais si Damiba prend langue avec les autorités algériennes par rapport à cette question-là, je suis sûr qu'ils seront heureux de pouvoir peut-être nous aider. Mais en toute chose, nous sommes en relation internationale. Hein. Pour toute chose, il y a un prix à payer. Il faut être sûr que nous soyons payés en payer le prix. Vous dites lors de votre sortie qu'habituellement, lors du Ramadan, il n'y a pas assez d'attaques. Oui, ça diminue. Et vous dites que vous remarquez que depuis que le président Damiba est là... J'ai observé ça. Bon, en tout cas, on a eu un sur le Ramadan. Oui, et là, les attaques sont montées. Oui. C'est quoi le rapport que vous faites, le rapprochement que vous faites? Mais et puis quelle analyse vous faites? Mais c'est plutôt inquiétant, justement. C'est ce que je voudrais soulever. Vous voyez, même la guerre au Yémen, là, entre Arabes, là, ils se battent avec des bombes. Mais quand le Ramadan arrive, il y a une certaine accalmie. C'est écrit dans le Coran. Et vous avez remarqué, depuis l'époque de Roch, là, au Ramadan, souvent, il y a une certaine accalmie. Ce n'est pas totalement, il y a une diminution des attaques.
Mais pourquoi cette fois-ci, ça n'a pas été respecté? C'est une inquiétude que j'ai soulevée, monsieur le juge. Et je me pose des questions. Alors, cherchons des réponses ensemble. Pourquoi? Je n'en sais rien. D'accord. Do Pascal Sessouma, président du parti Vision Burkina, est notre convoqué du jour. Aujourd'hui, en tout cas, nous partageons avec lui, en tout cas, nous regardons ce qu'il a comme proposition. Et dans le chapitre proposition, vous demandez par exemple au chef de l'État d'instaurer un couvre-feu alimentaire de 5h à 18h30. Alors, à cette proposition, beaucoup ont estimé qu'on a plus de 2 millions, en tout cas, environ 2 millions de personnes qui sont déplacées internes, qui font déjà, je dirais, ce couvre-feu alimentaire par obligation. Pourquoi cette proposition? Qu'est-ce qu'on doit entendre par là? Justement, vous avez bien précisé, monsieur le président, par obligation. Mais ici, ce serait par choix, par décision politique. Nous sommes en période difficile et délicate de la question sécuritaire. Ceux qui nous attaquent, à mon humble avis, il n'y a pas de chrétiens parmi eux. À mon humble avis. Vous êtes sûr? J'ai dit à mon avis, monsieur le juge. Je ne tiens pas la vérité. D'où vous tenez ça alors? Je me dis, il n'y a pas de chrétiens parmi eux. À mon avis. Je peux me tromper. Mais la plupart, ce sont des musulmans. Puisqu'ils se disent des djihadistes. Vous avez vu un chrétien djihadiste, vous? Il n'y en a pas. S'ils sont des djihadistes, ce ne sont pas des chrétiens. Bon, c'est vrai que le djihad... Voilà, c'est ce que j'ai dit. Ce ne sont pas des djihadistes, c'est des terroristes. Mais le terrorisme n'est pas que musulman. Mais monsieur le juge, j'ai fait une extrapolation. D'accord. Pour répondre à la question du président, monsieur le président, vous savez, le président Damba a appelé une journée de prière. C'est lui, il a demandé une journée de prière. Moi, j'appelle à une journée de jeûne et de pénitence sur tout le territoire national. Vous savez que jeûner, c'est prier 1000 fois. Imaginez que ce jour-là, c'est un décret ou un arrêté ministériel qui dit aujourd'hui au Burkina Faso, jeûne de pénitence et pénitence pour toute la population burkinabé. De 5h à 18h30, exactement comme les musulmans, personne ne mange, personne ne boit. Et ça aurait été indiqué au dernier vendredi du mois de Ramadan. C'est un acte fort. Et même ceux qui nous attaquent là, ce jour-là, j'en suis convaincu, vont se dire, mais attendez, aujourd'hui, là, on va les laisser quand même tranquilles. Au nom, on va les laisser tranquilles. Au nom d'Allah. On va les laisser tranquilles. Monsieur le Président, c'est symbolique. C'est une seule journée. Une seule journée à titre symbolique. Ça aurait pu donner de grands résultats. Et peut-être, ça aurait pu donner lieu justement à un début de dialogue avec ceux qui nous attaquent. On ne sait jamais. D'accord, moi je veux revenir encore sur la question de on ne peut pas trouver de chrétiens dedans. Vous disiez à un moment donné tout à l'heure, on ne peut pas dire djihadisme, on ne peut pas parler de djihadiste parce que le terme djihad, ce n'est pas péjoratif forcément comme on l'entend. Ça c'est une réalité, on est d'accord là-dessus. C'est pour ça que vous parlez de terrorisme. Je me réfère à, je pense que c'était le président, c'est nigérien ou mauritanien qui parlait de djihadisation du banditisme et banditisation du djihadisme. Parce que les grands bandits qu'on avait là, ils sont dans la terreur là aussi. Le banditisme n'a pas de religion. Oui, je suis d'accord avec vous, monsieur le juge. Je dirais même plus loin. Nous avons des terroristes dans nos bureaux, à col blanc. Quand vous avez une gestion de 3 milliards, un projet de 3 milliards, et que vous en détournez un, vous êtes un terroriste. Ça, on l'oublie aussi, là. Il ne faut pas se le cacher. Il n'y a pas qu'au Sahel ou à l'Est qu'il y a... Les terroristes aussi, ils sont à Ouagadougou, ils sont à Bobo, ils sont dans les bureaux, habillés sous les couleurs, avec les vestes et les cravates. Non. Le peuple, là, le peuple n'est pas dupe. Hein. Moi, je dis, sachons essayer de nous ouvrir aux autres communautés. Le jeûne et la pénitence dont j'ai parlé, là, il fallait juste l'expérimenter, juste une fois, pour voir. J'ai l'impression que quand on écoute notre invité, ça veut dire que la dynamique un peu dans laquelle nous serons va interpeller ceux d'en face pour être moins durs. J'ai comme l'impression. C'est pas impossible. Mais et pourtant, on a vu des enlèvements juste après des chemins de croix. On a vu des attaques juste après des chemins de croix. On a vu des attaques même sur des lieux de culte. Et c'était dur, c'était sauvage. Ils n'ont même pas réfléchi. Monsieur le juge, vous pensez que c'est ça qui va leur parler? Non, est-ce qu'on se comprend? J'ai dit, le président a demandé une journée de prière. Moi, je dis, je préfère une journée de jeûne et de pénitence. Où est la différence, en fait? C'est la même chose. Mais sauf que je dis, pour moi, jeûner, là, c'est prier 1000 fois. C'est plus fort pour moi. La preuve, d'ailleurs, même,
Il est dit quelque part dans toutes les religions que toute prière après un jeûne est agréée par Dieu et par Allah. Donc, c'est dans ma logique. D'accord. Oui, sauf que vous dites que vous demandez à l'armée de superviser cela. Ah, non, oui, évidemment, mais, écoutez, si on décrète, mais vous savez, moi j'ai vécu, j'ai fait les pays arabes, je vous dis, j'ai fait les pays arabes. Le mois du Ramadan, là, c'est scrupuleusement respecté. Et la police veille au grain. Vous n'êtes pas autorisé à manger dans la rue, même si vous êtes un chrétien, vous pouvez manger, mais cachez-vous pour manger, il n'y a pas de problème. Mais si on décrète ça ici comme une journée nationale, ça c'est l'envergure nationale qui compte ici. Si je vous comprends, on décrète et on ferme les restaurants. Oui, ce jour-là, de 5h à 18h30. Donc c'est forcé. Absolument, mais c'est ce que je dis. Mais c'est parce que c'est une décision d'État. Ça tuer quelqu'un? Est-ce que ça va? Monsieur le juge, avez-vous déjà une journée sans manger? Certainement. Est-ce que ça vous a tué? Pas du tout. Mais qu'est-ce que vous, un jeune forcé? C'est de ça qu'il s'agit. Parce que quand on est... je pense que vous parlez... Parce que vous avez aussi... Vous êtes... Je ne sais pas quelle est votre religion. Catholique. Vous êtes catholique. Vous parlez en connaissant certaines valeurs, celles du jeûne et tout. Mais il est volontaire d'abord. Je vous rappelle d'ailleurs que le cardinal Philippe Ouedraogo, au Ramadan, lui-même, il jeûne pendant une journée. Mais c'est volontaire d'abord. Mais c'est ce que... Mais ici, ça devient une décision d'État. C'est de l'État qui décide. Écoutez... Ça, mais je ne sais même pas pourquoi les gens, sur cette question, je trouve ça tellement, mais sublime, moi. C'est sublime, cette idée-là. On va se solidariser avec nos frères musulmans. Je ne parle pas des terroristes, je parle des frères musulmans qui vivent avec nous. On va faire avec eux. Et voilà, on va corrompre le jeûne ensemble. Et ça fait quoi? Ça fait quoi? Oui. Vous dites... vous plaidez pour une... Vous dites vous êtes un parti pacifiste. Absolument. Vous plaidez pour une démilitarisation. Oui. Et vous demandez à cette même armée de surveiller un jeune. Est-ce qu'il y a une cohérence? Quand il dit l'armée, là, en fait, c'est plutôt du ressort de la police. En principe. Mais comme la police, vous savez, surveille tout un territoire, là, il n'y a pas de policiers partout. Alors que des militaires, on peut en avoir partout. Non, ça ne fait rien, là. Il y a des polices militaires. Est-ce que vous croyez toujours avoir des démilitarisation? Je suis pour un Burkina, je suis contre le militarisme du Burkina Faso. C'est pas contre l'armée, contre le militarisme. C'est quoi la différence? Je suis contre le fait que sur un budget, par exemple, de 300 milliards dont dispose l'État, c'est un exemple, qu'on prenne 200 milliards là pour payer des armes qui sont posées, on ne sait même pas comment, alors qu'il y a des puits à construire, il y a des hôpitaux. Non, je suis contre le militarisme. C'est ça la différence. C'est très clair. Ben oui, vous dites que si vous venez au pouvoir, on va démilitariser les chefs. Je vais proposer à chaque militaire qui le désire. Oui, tout à fait, vous l'avez dit. D'être payé. S'il le désire, on va compter le nombre d'années qu'il lui reste là. S'il veut, il prend l'argent, pas faire autre chose. Je maintiendrai cette idée. Et s'il refuse? Il reste dans l'armée. Ce ne serait pas contraint. C'est pas la coercition là. Il y a eu 2 référendums là par rapport à ça. J'ai même dit 2 référendums, un à l'échelle nationale et l'autre à l'échelle des casernes. Il reste dans l'armée, vous êtes le chef de l'État. Oui, vous prenez une décision, vous dites que c'est l'État. Et en ce moment, tout le monde se plie, non? Non, c'est une proposition que je ferai. Je vous propose, monsieur, je ne sais pas moi, Bernard Bougouma, vous êtes sergent de l'armée, il vous reste 20 ans de service. Dans les 20 ans de service, là, en calcul, vous allez gagner 50 millions. Je vous propose tout de suite 30 millions. Si vous êtes mécanicien, vous allez vous prendre les 30 millions pour aller ouvrir un garage. Vous allez créer des emplois. C'est ça l'année de production. Une armée productive, là, ça sert à ça aussi. Donc, en fait, moi, je revenais sur la question de la militarisation parce que vous dites que vous rendez en Algérie. C'est la 3e puissance militaire en Afrique. Après l'Égypte et l'Afrique du Sud. Oui, absolument. Alors, vous vous rendez alors que vous ne croyez pas au tout militaire. Alors que la puissance du feu de l'Algérie... Non, on ne parle pas le même contexte, monsieur le juge. Maintenant, qu'est-ce que vous partez réellement chercher en Algérie? Moi, je reviens là-dessus parce que c'est très important. Écoutez, je réponds d'abord à la première partie de votre question. L'Algérie est une puissance militaire. Et ils savent pourquoi ils doivent rester une puissance militaire. L'Algérie est un pays qui a acquis son indépendance à la sueur et au sang de ses enfants. Il ne faut pas l'oublier. Il y a eu combien de morts? Il y a eu des Burkinabés qui sont allés combattre aux côtés des forces françaises là, contre les forces algériennes. Il ne faut pas l'oublier. Malgré tout, l'Algérie, quelque part, n'est pas rancunière par rapport à ça. Il y a autre chose. Vous savez, l'Algérie vit dans une zone géographique assez trouble. Par conséquent, ils se sentent toujours sous menace, eux. Et puis, ils ont du gaz, ils ont du pétrole, ça peut attiser pas mal de convoitises. Donc, il faut bien qu'ils défendent leurs ressources. Donc, sinon, par rapport à ce que je n'ai pas cherché, c'est juste pour la question sécuritaire. J'ai des questions je cherche des réponses à ces questions-là.
C'est tout. Quand vous êtes venu ici au tribunal de l'actualité, en pleine campagne, ou c'était juste... oui, en pleine campagne, vous aviez dit que vous deviez rencontrer quelqu'un dont vous ne vouliez pas dire le nom, il y a eu tout un mystère. Est-ce que finalement... Le mystère continue. Est-ce que vous avez vu voir? Ah, je l'ai vu. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Je l'ai vu, mais c'est pour ça que j'avais vu Roch justement. Le Roch, c'est ce que je lui ai dit. Ah, voilà, j'ai vu Roch le 7 décembre, il sait. Et je retourne d'ailleurs le rencontrer encore là. Le monsieur mystérieux dont vous parlez là. Oui. Non, je suis logique dans ma... Qu'est-ce qu'il vous a dit que vous pouvez partager avec nous? Non, je ne peux rien partager avec vous. Rien. Pour le moment, ce n'est pas possible. Non, c'est le secret de la confidentialité. D'accord. Alors, M. Sessouma, aujourd'hui, avec ce qui a été proposé par l'État d'installer des comités locaux de dialogue, c'est avec la conviction que parmi les forces combattantes, il y a des Burkinabés qui ont pris les armes contre la mère patrie. Alors, il faut les amener à réintégrer, je dirais, la République. C'est une démarche de réconciliation nationale. Votre regard par rapport à ça? On se rappelle, vous l'avez dit, une fois élu, vous prendrez votre avion pour aller chercher l'ancien président Blaise Compaoré pour qu'il revienne au Burkina, parce que sa place n'est pas en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous maintenez votre regard sur la démarche sous la transition pour ce qui concerne la réconciliation nationale? Je pense qu'un peuple divisé est un peuple vaincu d'avance. Ça, au moins, c'est clair. Par rapport à la question de Blaise Compaoré, puisque ça vous brûlait, je maintiens que Blaise Compaoré n'a pas sa place en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas mon parent. Je n'ai rien gagné de lui. Je n'ai jamais été ministre sous lui. Mais j'ai dit, Blaise Compaoré, il est burkinabé. Il n'a pas sa place en Côte d'Ivoire. Il ne doit pas mourir en Côte d'Ivoire. S'il vous plaît. Je demande au président d'Ameba de tout faire pour que Blaise il puisse rentrer chez lui. Il n'est plus une menace pour personne. C'est mon humble avis. Par conséquent, mettons tout en œuvre là pour que... Il a servi ce pays pendant 27 ans. Ne l'oublions pas quand même là. Et je rappelle que sous sa gouverne, pendant qu'il était là, on n'était pas sous le joug des attaques terroristes, quand même. D'autres me diront qu'il a couché avec les terroristes. Je dis, mais mon vieux, si Blaise a osé faire ça pour protéger son peuple, alors je lui tire mon chapeau. Mais ceux qui ont refusé de coucher là, les 2000 déplacés internes là, ils ne méritent pas ça. Les 4000 morts et quelques, on ne mérite pas ça. Les écoles fermées. Ça, vous voyez, non, monsieur le président, je crois que quelque part, là, il faut être raisonnable, il faut être juste. Blaise Compaoré, il était ce qu'il... Personne n'est parfait. Il a été jugé. La seule chose que moi j'ai regretté dans le dossier de Blaise Compaoré, qu'il ne se soit pas présenté lors de son procès, dans le procès de Thomas Sankara. J'aurais préféré, j'aurais aimé vraiment, j'avais prié même, pour qu'il ait cette lucidité de dire, ok, je me présente devant le juge, mais si c'est pour une journée. Par humilité. Ça a été une erreur de sa part? Oui, selon moi. Selon moi. Parce qu'au fond, il y a eu un jugement, il y a une décision de justice, mais il n'est pas dit que c'est justice qui a été rendue. Parce qu'une décision de justice n'est pas la justice forcément. C'est juste une décision. Or, sans le principal intéressé là, c'est difficile de connaître la vérité. Parce que toute justice est basée sur la vérité. Que s'est-il réellement passé entre Blaise Compaoré et Thomas Sankara? Il n'y a que lui, le seul survivant, qui le sait. Il aurait pu se présenter et donner sa version des faits. Et je dis, il a toujours dit à qui veut l'entendre qu'il a agi en légitime défense. Il me l'a dit à moi. Légitime défense, je ne lui ai pas posé la question. C'est venu de lui-même, comme s'il avait senti le besoin de s'extérioriser par rapport à ça. Ça veut dire que ça le tourmente quelque part. J'aurais vraiment aimé qu'il se présente devant le juge pour dire, monsieur le juge, me voici, Blaise Compaoré, citoyen burkinabé, ancien président du Faso. Voilà. J'aurais applaudi, et le peuple, beaucoup de gens auraient applaudi au Burkina Faso. Il ne l'a pas fait, ça reste une tache d'ombre. D'accord. Mais ce que vous dites, il y a ceux qui le voient inversement. C'est que ce qu'on paie aujourd'hui, c'est le lot tribut pour les choix de Blaise à un moment donné, l'ancien président, d'avoir fait du Burkina aussi le pays hôte de beaucoup de grands bandits, de terroristes, de groupes qu'on connaît aujourd'hui tels quels, et d'avoir été aussi, quoi qu'on dise, la base arrière de beaucoup de déstabilisation dans certains pays. Donc oui. Pour beaucoup, c'est ce qu'on paie aujourd'hui. Oui, à contrario de ce que vous dites. C'est un point de vue qui se défend. Vous savez, on est dans les hypothèses et les supputations. On m'a même expliqué quelque part que même si Blaise Compaoré était toujours au pouvoir, il n'allait pas continuer à préserver le Burkina Faso pendant longtemps, parce qu'on allait avoir une guerre généralisée contre les autres pays, le Mali et le Niger, qui allaient attaquer le Burkina Faso pour soutenir le terrorisme. Peut-être, mais on a les hypothèses, les supputations. On ne peut pas savoir. Peut-être que oui, peut-être que non. C'est tout. Bon, je vais aller sur un autre point. Oui, monsieur lors de votre
lors de votre point de presse, vous avez donné beaucoup d'éléments. Vous dites il faut l'annulation de l'ALT, l'Assemblée législative de transition. Vous dites aussi qu'il faut la suppression du poste de Premier ministre. Vous dites que le chef de l'État devrait continuer de gouverner par ordonnance. Mais en même temps, vous dites aussi que le président du Faso, le chef de l'État, il a 21 représentants, il a encore des militaires qu'il a envoyés. Et ça allait être intéressant que les anciens candidats à la présidentielle, ce soit ceux-là qui étaient à l'ALT. Bon, vous demandez qu'on annule une assemblée. Maintenant, vous vous dites pourquoi vous n'y êtes pas. Monsieur le Président, c'est pas cohérent. Hein? Je suis d'accord avec vous. En fait, c'est pas cohérent. Vous savez, plan A, suppression. Plan B, la proposition dont je viens de parler. Il y a toujours des plans. Quand, en politique, vous faites un plan A, vous préparez un plan B. Quand j'ai demandé à ce que les anciens candidats, là, qu'ils désirent, soient représentés à l'ALT sous la gouverne de la liste du président, c'est le plan B. Mais le plan A, pour moi, la suppression totale. Résumé, si le président d'Amima ne veut pas supprimer l'ALT, qu'il vous fasse entrer. Qu'il fasse entrer ceux qui le désirent. Moi, je peux refuser d'entrer. D'ailleurs, même, quand le CEFAP s'est réuni pour désigner ses représentants à cette ALT, j'avais préconisé, moi, que le CEFAP n'y aille pas pour se faire respecter. Mais bon, président, c'est seulement vous êtes comme ça. Vous êtes radical. J'ai dit non, je suis en conformité avec mes principes. Donc je n'ai pas changé aujourd'hui. Ouais, monsieur le juge. Non. Je dis que ce n'est pas une nécessité pour Damiba, c'est une lourdeur administrative pour lui. Il gouverne par ordonnance, il commande, on obéit. Il ordonne, on exécute. C'est rapide, c'est efficace, c'est pragmatique et c'est économique. Mais le concerné lui-même dit qu'il ne veut pas faire de la révolution. Mais ce n'est pas un révolutionnaire, monsieur le juge, je ne vous coupe pas la parole. Le concerné lui-même, c'est lui qui a décidé qu'il veut des organes pour l'accompagner. Et vous pensez qu'il aurait dû faire mieux. Il a trouvé ce qu'il pense être la solution la meilleure pour avancer. Alors, jugeons le résultat. Monsieur le juge, vous avez raison. Il est en conformité avec ce qu'il a dit. Il n'est pas révolutionnaire. Mais il est militaire. Et un militaire, il est austère. Alors je lui demande d'être militaire et dans l'austérité. C'est tout. D'accord. Juge va. Est-ce qu'il n'y a pas... Parce qu'il y avait des craintes aussi par rapport à ça. Quelles craintes? Gouverner par ordonnance, après, tout le monde dira, bon, on est dans un régime où personne ne peut rien dire, il y a tout est constaté dans les bras de quelqu'un, entre les mains de quelqu'un, on entendra encore ces choses-là. Monsieur le juge, est-ce que ce n'est pas la crainte de cela? Il n'y a aucune décision qui soit exempte de critique. Aucune. Mais gouverner par ordonnance, là, vous allez voir que Damiba lui-même, là, on se rend compte à quel point il est difficile de gouverner un pays comme le Burkina Faso. Il va faire une transition courte, très courte. Parce qu'il va découvrir que ce n'est pas facile. Alors qu'avec une ALT Premier ministre, là, ça peut aller au-delà de 5 ans, il est peinard, puisqu'il est aidé. Alors que si il n'y a que lui, devant, qui prend ses responsabilités, je vous dis que même une transition d'1 an, il va trouver ça très long. On y est pour 3 ans, et puis on voit aujourd'hui qu'il y a une pression au niveau sous-régional. Vous la lisez comment? Moi, je trouve que quelque part, là, j'ai dit, Damiba, c'est un Burkinabé. Il sait pourquoi il a pris le pouvoir. Il sait aussi qu'il voit aussi les souffrances de son peuple. Déjà qu'il n'y a pas de sanctions, les prix commencent à monter. Alors qu'il fasse en sorte qu'il n'y ait pas une flambée des prix au-delà de ce que nous vivons actuellement. C'est à lui de prendre ses dispositions pour qu'il n'y ait pas ça. Il ne faut pas qu'il y ait des sanctions. Qu'est-ce qu'il va faire? Il sait quoi faire pour qu'il n'y ait pas de sanctions. Non, le débat, c'est la question aujourd'hui de la durée de la transition. Mais absolument. Vous pensez quoi? Qu'il devrait revoir? On peut toujours revoir, on peut toujours corriger. Monsieur le juge, on a quoi? On a rectifié toute une révolution non, ici, non? On peut rectifier une transition aussi. D'accord. Alors vous l'avez dit dans votre argumentaire, pour justement apporter votre proposition dans la lutte contre le terrorisme, vous avez rencontré l'ancien chef de l'État, Roch-Marc Christian Kaboré. Est-ce que vous avez eu la même tentative pour le chef de l'État Damiba? Vous l'avez rencontré? Bon, bonne question. En réalité, j'estime que, puisque j'ai rencontré Roch à l'époque, et je n'ai pas obtenu le feu vert pour faire ce que j'avais à faire, je me suis dit, pourquoi encore recommencer l'expérience avec le nouveau venu? J'ai dit, je vais le faire à moi-même, je vais essayer de faire moi-même ce que je dois faire. Et si jamais, ce que je pense, ce que je pressens, il y a des résultats probants,
je pourrais peut-être lui reverser ça plus tard. Et c'est ce que j'ai dit, si jamais il y a ce conseil présidentiel dont j'ai parlé, c'est peut-être l'occasion aussi d'exposer ça comme un plan, pas seulement à lui, mais aux autres participants à cette conférence, à ce conseil présidentiel. Ce n'est pas un truc qu'on garde jalousement pour soi. Si c'est pour faire avancer la cause de la paix, on peut partager ça avec les autres. Do Pascal Sossouma, merci d'être passé à la barre du tribunal de l'actualité. 1 heure, ça passe vite. Avec vous, justement, on a échangé sur la gestion de la transition et ce que vous avez comme proposition pour venir à bout de leaders terroristes. Une fois de plus, merci d'être passé. Merci, messieurs les juges, pour les clés de lecture et les questions posées à l'invité. C'est ici qu'on va mettre un point final à la présente convocation. On se donne rendez-vous demain pour la même mission. Jetez un regard critique sur l'actualité, mais en attendant, restez fidèles au programme des médias leaders, True TV et Watt FM.